Bonjour, je suis ravi de vous retrouver ce matin. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, pourtant il y a plein de sujets que j'aurais aimé aborder, simplement le temps ne m'a pas été donné de pouvoir le faire. Alors aujourd'hui je fais une vidéo parce que il y a 2 jours peut-être, oui c'est ça, il y a 2 jours, avant-hier, j'étais dans des conférences qui étaient données dans une des universités du Royaume. Et puis à nouveau, et c'est beaucoup à la mode aujourd'hui, et c'est en plein cœur de la pensée, de ce que j'observe, ben, il y avait la sacro-sainte intelligence artificielle qui était au centre des débats, et toujours les débats allant dans le même sens, comme quoi l'intelligence artificielle était une chance. D'ailleurs, le royaume se bat à un niveau plus politique aussi pour nous inviter, nous inciter à aller dans le sens de l'intelligence artificielle. Alors, commençons par le début. Quelle est mon opinion sur l'intelligence artificielle? En tant qu'outil, ce n'est ni bon ni mauvais. L'intelligence artificielle, elle est là, elle existe. Tout dépendra de ce qu'on en fera. Après ça, la question n'est pas tellement là. La question est de savoir plutôt qu'est-ce que nous allons en faire. Alors, c'est un nous collectif, c'est un nous sociétal. Alors, il serait idiot de ma part de nier que l'intelligence artificielle peut être un formidable outil pour pouvoir démultiplier un certain nombre d'actions, permettre d'être parfois plus efficace, accompagner à la recherche pour pouvoir traiter des grandes masses de données. Donc elle est parfaite pour cela et elle est tout à fait capable de le faire. Maintenant, quels sont les inconvénients de l'intelligence artificielle ou en tout cas de l'usage qu'on peut en faire? Le premier inconvénient que je vois, c'est que en fait, lorsque l'intelligence artificielle a été construite, c'est un humain qui l'a construite, ou un ensemble d'humains qui l'ont construite, de bonne foi. Je veux dire, je suis prêt à accorder la bonne foi par rapport à cela. Le fait est qu'il est impossible que ces humains n'aient pas mis, involontairement peut-être, dans ces logiciels, mais finalement une projection de leur représentation du monde et de leur représentation de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Donc, le logiciel a intégré une série de valeurs qui sont peut-être très communes aujourd'hui ou largement partagées, mais en même temps, cela représente, me semble-t-il, un problème, et un problème de type démocratique. Alors après ça, avons-nous jamais été en démocratie ou pas, ce sont d'autres débats. Mais si on part du principe et de ce que nous a toujours enseigné, que nous sommes dans des pays dits démocratiques, c'est-à-dire que un homme une voix, et puis cette voix elle porte au sein du Parlement et on tente de défendre quelque part les différents points de vue dans un débat contradictoire, eh bien tout ce que nous risquons c'est de voir ce débat disparaître. Pourquoi? Parce que comme les règles qui ont été imposées de fait, je veux dire, il n'y a pas nécessairement complot derrière, hein, mais simplement, je veux dire, si je crée un outil, je vais le créer en fonction des règles qui sont les miennes, sans même y penser. Or, on est bien sur un outil qui fait des apprentissages, et ces apprentissages, on est bien à un moment donné obligé de lui dire, ça est considéré comme étant bien, ça est considéré comme étant moins bien. Ce qui veut donc dire que il y a une idéologie nécessairement derrière les réponses et le travail de ces intelligences artificielles, en tout cas lorsqu'il s'agit de questions, lorsqu'on leur pose des questions qui sont plus connotées de ce côté-là. Et nécessairement, ça veut donc dire que si nous nous fions à l'outil sans autre capacité de critique, ça veut dire que progressivement, puisque nous aurons abandonné notre propre facteur critique, notre propre capacité à contester les choses ou à les réfléchir, mais il n'y a plus qu'une seule vérité qui va s'imposer, ce sera celle qui sera le fruit des algorithmes et la réponse qui nous sera donnée là. Donc en ça, je vois un problème démocratique. Pourquoi? Simplement parce qu'en fait, nous avons un outil qui est mis au service de la population, au service d'une nation, ou au service d'une civilisation, puisque c'est plus une civilisation au Maroc qu'une nation. Et, comment dire, et il n'y a jamais eu débat par rapport au projet de société. Donc, nous héritons d'un outil qui, en plus de ça, a été construit ailleurs, dans d'autres régimes ou dans d'autres pays avec d'autres sensibilités et sans autre forme, disons, de procès d'analyse ou de critique, nous utilisons cet outil et nous avons confiance dans ses réponses.
Apparemment, l'intelligence artificielle se développe, on est passé de la version 3, 3.5 à la version 4, etc. Donc il y a des générations d'IA qui sont occupées à évoluer. Peut-être que ce phénomène se gomme légèrement, je n'en sais strictement rien, je n'ai pas d'évidence que cela se fasse. Par contre, les réponses qu'il donne sont peut-être un peu plus fiables qu'elles ne l'étaient au début, puisqu'au début, les réponses que nous recevions avaient l'apparence, disons, de l'exactitude, avaient l'apparence d'être solides, mais les gens un peu savants, quand ils analysaient ces réponses, se rendaient compte en effet que la machine avait juste produit quelque chose qui avait l'apparence de la réalité ou de ce qui est exact et non pas ce qui est exact. Alors peut-être que c'est une chose qui se corrige avec les nouveaux algorithmes, mais en tout cas jusqu'à présent ils nous donnent l'apparence de ce qui paraît juste. Et c'est un piège justement parce qu'en fait ça peut commencer à créer chez nous, j'ai envie de dire, des mémoires, des connaissances, des savoirs qui sont erronés, mais sur lesquels nous allons nous fonder pour faire reposer notre réflexion. Et notre réflexion, nous l'utilisons en plein de choses. Alors, si c'est pour savoir si je vais choisir le lait de la marque A plutôt que le lait de la marque B, ma foi, je veux dire, l'impact est relativement limité. Mais si par contre c'est pour commencer à poser des choix de société en fonction des conséquences supposées de ces choix, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Ou en tout cas beaucoup plus discutable. Donc nous avons un problème par rapport à cela, parce que la démarche que nous aurions dû faire dans toute société, c'est d'abord de définir notre projet de société. Qu'est-ce que nous souhaitons construire ensemble? Je vis au Maroc aujourd'hui, eh bien le Maroc pourrait s'interroger sur quel est notre projet commun, quelle civilisation voulons-nous très concrètement, à quoi ça ressemble très concrètement, quels sont donc les comportements et les attitudes que nous sommes amenés à devoir rencontrer, à quoi ressemble-t-il très concrètement si nous devions les décrire, de façon à ce que nous puissions avoir une référence par rapport à cela. Et une fois que nous avons défini la société dans laquelle nous voulons vivre, quel est le projet que nous avons envie de construire, en s'autorisant peut-être à ne pas être parfaitement dans les idéologies ou les visions des autres, et en respectant que les autres soient autres, mais en même temps en s'affirmant dans son identité et dans ce que l'on désire pouvoir construire ensemble, comme vivre ensemble, comme société, comme modèle de société, etc. Et donc si nous avions commencé par ça, nous aurions un but à poursuivre. Et à partir de ce moment-là, nous pourrions nous poser la question de savoir quels seraient les outils, ou de quoi aurions-nous besoin pour pouvoir aller de notre situation actuelle, celle que l'on peut constater, à celle que nous pourrions désirer. Et là intervient peut-être le choix de certains outils, dont l'intelligence artificielle, pourquoi pas, mais à ce moment-là, on la met au service de nos ambitions communes, et puis on avance. Alors, le problème, c'est que le premier débat est un débat très compliqué. Je veux dire, au Maroc, on est, si je ne me trompe pas, environ 40 millions. C'est très difficile de décider à 40 millions. Alors il n'y a pas nécessairement 40 millions d'avis, mais il y en a certainement beaucoup. Et comme dans toute démocratie qui est aujourd'hui, enfin comme dans tout pays qui est finalement excessivement fragmenté, il y a des morceaux de cette mosaïque très fragmentée qui ne sont plus jamais représentés au sein de l'hémicycle et dont la voix ne porte jamais, parce qu'ils sont beaucoup trop minoritaires, ils sont assez insignifiants en termes de nombre, mais ce qui ne veut pas dire qu'ils sont insignifiants en tant qu'humains. Et donc ces gens peuvent très bien développer par lassitude, non seulement le sentiment de ne jamais être entendu, mais aussi celui de ne pas être respecté, etc. Et puis un homme qui n'est pas respecté et qui constamment n'est pas respecté, on sait parfois ce que ça peut donner. Il peut vouloir se faire entendre d'une façon différente, et c'est à ce moment-là qu'on peut très bien commencer à avoir des épisodes plus violents. Donc il est très difficile de faire concentrer le regard de tout le monde vers une même direction, c'est certain, mais en même temps, si on n'a rien à proposer, rien à décrire, et si on n'a pas un référentiel commun à construire ou à proposer, c'est encore plus aléatoire, je veux dire, et c'est encore plus impossible à réaliser. J'ai une tendance à penser que nous partageons tous les mêmes valeurs, nommément parlant. Par exemple, le respect. Nous sommes tous d'accord pour pouvoir... pour affirmer que le respect est une bonne valeur et pour vouloir recevoir le respect, et puis
peut-être avons-nous aussi le désir d'offrir ce respect aux autres. Le seul problème, c'est qu'on ne s'est jamais entendu sur la forme que devait prendre ce respect dans des contextes donnés. Donc c'est quoi la juste expression du respect si je suis sur les trottoirs de Rabat? C'est quoi la juste expression du respect si je suis dans la file à la poste? C'est quoi la juste expression du respect quand je m'adresse à un policier, quand je m'adresse à mon conjoint, quand je m'adresse à un autre conducteur, enfin, etc., etc. Vous voyez un peu l'idée. Et en absence de référentiel, c'est très très difficile de se comporter correctement. Je vis dans un pays donc, qui est assez grand finalement en termes d'espace. Et c'est vrai que lorsque l'on se déplace dans ce pays, on peut avoir, par rapport au respect ou par rapport à plein de choses, des façons très différentes de vouloir le donner, le consommer. Et si nous ne sommes pas au courant de ça, ça devient compliqué. Donc on a un problème de référentiel. Et ça, il y a une société que je connais, dont je tairai le nom, qui est basée à Casablanca, qui est une société de communication, d'événementiel, etc., et qui travaille beaucoup dans la publicité, qui en a parfaitement conscience. Et c'est assez flippant parce qu'en fait, quelque part, elle se donne la mission de transformer la société marocaine, mais la question c'est par rapport à quoi? Sur base de quel standard? Sur base de quelle vision? Or, pour avoir échangé avec eux, je crois à peu près percevoir la vision qu'ils ont, qui est peut-être une vision très occidentale de la façon de fonctionner dans une société et des valeurs qui y sont véhiculées et surtout du sens de la vie, de ce qu'il y a lieu de faire, des ambitions qu'on devrait avoir, etc. Et à travers la publicité, au prétexte de vendre un savon, de vendre une voiture, de vendre des vacances ou que sais-je d'autre, il est mis en scène des personnages. Et finalement, ces personnages, à travers leurs interactions, à travers leur façon de vivre, de se comporter, sont porteurs d'une façon de voir le monde. Et ce faisant, puisque nous avons tous cela devant les yeux à longueur de journée à travers la publicité, des 4x3 ou bien la publicité audiovisuelle, eh bien ces acteurs, j'ai envie de dire, et ces comportements commencent à devenir des référentiels auxquels nous nous identifions, surtout si nos émotions sont touchées. Alors ça veut dire aussi que nous nous identifions d'autant plus à ces référentiels, et donc nous commençons à nous comporter de cette façon-là. Et c'est ce qu'on peut observer d'ailleurs. En quelques semaines, en quelques mois, je veux dire, des campagnes de publicité qui sont excessivement bien faites peuvent complètement faire évoluer certains comportements et parfois même certaines croyances, certaines opinions, etc. D'ailleurs, c'est bien pour ça que c'est utilisé. Et donc, cette société est occupée à transformer, ou en tout cas le désir de transformer la société marocaine pour aller vers une société marocaine à laquelle elle aspire, mais il n'y a jamais eu de débat autour de dans quel modèle de société souhaitons-nous pouvoir vivre. Et pour vivre ici depuis longtemps et m'être pas mal baladé déjà au sein du royaume, disons que je peux attester que cette vision n'est probablement pas partagée par, je vais dire, une écrasante majorité des gens. C'est peut-être très partagé par une certaine frange de la population casablancaise, mais par contre, je ne vois pas les gens de Oujda aller, je veux dire, choisir ce mode de vie ou être attractif à ce mode de vie si nous devions en débattre démocratiquement, ou les gens du Sud, je ne les vois pas nécessairement adopter ou vouloir choisir volontairement ces valeurs. Mais par contre, ils risquent de se transformer et d'acquérir ces comportements et ces attitudes pour peu qu'ils s'identifient aux gens qui sont mis en scène là. Et ça, c'est un phénomène, je veux dire, très inconscient, à moins d'être vigilant par rapport à ça et de prendre le temps de décoder les images que nous recevons, chose que je fais un peu plus de par mon métier. L'écrasante majorité de la population ne le fait pas. Donc on a déjà un premier problème qui est un problème de projet. N'ayant pas de projet, n'ayant pas quelque part une destination à laquelle nous voulons aller, bon, nous pouvons éventuellement encore bien connaître là où nous en sommes aujourd'hui, mais comme nous ne savons pas et nous n'avons pas décidé où nous aimerions aller, nous ne pouvons pas identifier ce que nous aurions besoin pour pouvoir passer de là à là. Et c'est là tout le problème. Et derrière, il y a le problème des outils alors à ce moment-là qui sont utilisés. Donc aujourd'hui, on utilise un outil sans direction, un outil que nous n'avons pas construit et dont nous ne connaissons pas quelque part les biais, certes à nouveau, probablement très involontaires, mais nous n'en connaissons pas les biais idéologiques.
Et donc, nous avons du mal à pouvoir corriger après un processus qui est probablement très rapide compte tenu du matériel utilisé, hein, les processeurs, etc., mais en même temps très complexe et très long en termes d'algorithmes. Nous avons du mal à pouvoir décoder sur base de quoi les réponses nous ont été données. Donc à nouveau, l'outil en lui-même n'est ni bon ni mauvais, ça dépend ce qu'on en fait. Dans le cadre de la recherche, etc., c'est peut-être intéressant. Maintenant, le problème, c'est que même dans ce cadre-là, l'usage de la machine, s'il est mal avisé, ou si nous avons une tendance à vouloir aller vite, avoir des résultats rapidement, et d'être le plus beau, le plus grand, le meilleur, et donc aller plus vite pour pouvoir découvrir les choses et utiliser l'IA pour le faire, mais ça veut dire qu'en même temps aussi, nous perdons des compétences, puisque nous commençons à confier certaines choses à la machine, donc ces choses, nous ne les pratiquons plus, et donc en tant qu'humain, nous perdons des compétences, ce qui est quand même assez inquiétant aussi, surtout quand il s'agit de recherche et développement, mais ça peut être aussi dans plein d'autres choses. Maintenant, il y a un troisième problème, et je terminerai ces vidéos probablement sur ce volet-là, c'est un problème social. Aujourd'hui, et puis je l'avais prédit dès l'arrivée de l'IA, quand elle est devenue très publique, je crois, en juin de l'année dernière, c'est apparu un peu comme une nouveauté, et tout de suite j'y ai vu un risque. D'ailleurs, je crois me rappeler que j'avais écrit un billet sur mon blog. Pour ceux qui sont curieux, ils peuvent toujours aller sur le blog, il se trouve sur Medium, et lire ce billet. Je dénonçais ce qui me paraissait être un problème de l'IA, et qui va être un problème social. Le problème social s'exprime comment? Aujourd'hui, il y a des entreprises qui vont remplacer une partie du travail humain, voire parfois une partie très significative du travail humain, par de l'intelligence artificielle. Évidemment, la tentation est forte, puisqu'elle ne se met pas en grève, elle est très efficace, très efficiente, elle ne se trompe pas, elle respecte des algorithmes, donc on peut être à peu près certain de la qualité du travail qui en sortira. Il n'y aura pas, disons, de différence parce qu'à un moment donné, l'humain, lui, il a un coup de mou, il est un peu déprimé aujourd'hui, il s'est engueulé avec madame, il a eu un procès en venant au travail et donc il n'est pas à son plein potentiel. La machine, elle travaille sans se poser de questions, sans état d'âme, de manière très constante, et puis elle travaille 24 heures sur 24, elle ne se met pas en grève, elle ne réclame pas d'augmentation de salaire, d'ailleurs elle ne se fait pas payer. Juste on l'achète. Et donc la tentation existe, d'ailleurs il y a eu quelques articles dans la presse qui sont parus ici au Maroc de sociétés qui avaient fait le pas et donc de ce que je prédisais est arrivé. Eh bien à un moment donné elle engage l'IA, enfin elle achète de l'IA et elle débauche du personnel, elle met du personnel dehors. Et c'est ça tout le problème, parce qu'à partir du moment où l'IA va commencer à remplacer le travail humain, les humains vont être remis à la disposition de la société civile, vont être remis sur le marché du travail, et puis à eux de retrouver un travail si c'est possible. Le problème, c'est qu'on ne crée pas autant de travail que de postes qui sont sacrifiés par l'IA. Je prends souvent une analogie, vous l'avez probablement déjà entendu l'utiliser, c'est l'analogie de la ruche et des abeilles. Une ruche, c'est la maison des abeilles. Et puis l'abeille, quand elle est dans la ruche, elle a de quoi boire, elle a de quoi manger, elle est protégée. Alors évidemment, toutes les abeilles ne mangeront pas de la gelée royale, mais en même temps, elles ont toutes un toit sur la tête, j'ai envie de dire, elles sont toutes protégées, elles ont de quoi boire et manger, elles sont en sécurité. Nos ruches à nous, c'est le monde économique. Et le monde économique aujourd'hui, il ne veut plus des humains. On avait déjà écarté une écrasante majorité, en tout cas, si pas une majorité, je corrige, mais en tout cas une masse très significative de cols bleus avec l'apparition de la mécanisation. Si je prends par exemple l'exemple d'une Mercedes, une Mercedes est construite à 100% par des robots. Et puis le fin du fin, c'est que les robots qui construisent les Mercedes sont eux-mêmes construits à 100% par des robots. Donc on se rend bien compte que le travail humain a beaucoup disparu. Alors il existe encore et il est à plus haute valeur ajoutée, c'est certain. Mais en même temps, il y a beaucoup moins de postes à pourvoir. Et aujourd'hui, la tentation est forte de faire la même chose avec l'intelligence artificielle. Quels sont les postes qui vont disparaître, tout comme ça avait été le cas pour les cols bleus, les postes qui sont, qui réclament des profils peu spécialisés. Donc on va commencer à remplacer peut-être d'abord le personnel d'accueil, les gens qui répondent au téléphone, ce qui est déjà le cas à travers les bots, etc. Et puis on va tout doucement monter peut-être vers des métiers qui sont peut-être plus pointus, plus scientifiques, etc.
Le problème, c'est que donc tous ces gens sont remis sur le marché du travail, mais il n'y a pas de travail pour eux, puisqu'en fait, les postes qui sont encore ouverts ou qui sont à pourvoir sont des postes qui réclament des compétences, et parfois des compétences très pointues, parce qu'il s'agit maintenant de construire l'outil qui sera encore plus extraordinaire que l'intelligence artificielle. Donc tous ces gens sont là et deviennent ce que certains appellent, et je m'en réfère au forum de Davos, des bouches inutiles à nourrir. Et la question se pose, que faire de ces bouches inutiles à nourrir? Et on risque d'aller vers, alors ce sont des chiffres qui sont donnés par le Forum économique mondial lui-même, par Klaus Schwab, par Yuval Harari, on risque d'aller vers 6 milliards d'êtres humains ou 6 milliards de bouches inutiles à nourrir. Donc il faut trouver une solution pour ces 6 milliards de personnes. Et puisque nous n'y avons pas pensé, rassurez-vous, eux y ont pensé, ils l'ont écrit en toutes lettres dans leurs livres, et la solution passe par une éradication de ces 6 milliards de personnes. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit que ça réussirait, j'ai pas dit qu'il y a 6 milliards d'êtres humains qui mourront, je dis simplement que certains y pensent, certains l'écrivent, et que nous aurons probablement à souffrir s'ils mettent leur plan en œuvre, même s'ils ne réussissent pas, nous aurons à souffrir un certain temps, en tout cas, de leur tentative et de leur désir de le faire. Parce qu'on n'est pas dans un complot, on est dans une conjuration, et dans une conjuration, ils sont obligés de dire ce qu'ils veulent faire. D'ailleurs, ils ne s'en cachent pas, c'est tellement gros qu'on a du mal à le croire, mais les livres sont dans les librairies. J'avais déjà alerté mes libraires en étant très étonné qu'ils vendent comme des petits pains, et surtout qu'ils mettent en avant les livres de Yuval Harari, alors qu'il écrit en toutes lettres qu'il veut un génocide de 6 milliards de personnes. Mais bon, apparemment, mon libraire préfère vendre des livres que de se soucier de disséminer une idéologie assez nauséabonde à mon sens en tout cas. Et bon, chacun sa conscience par rapport à cela. Donc le problème est là. Et si nous n'y prêtons garde, il y a un risque de ce côté-là. À nouveau, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit que ça arriverait, mais je dis simplement qu'il y a des gens qui y pensent. Ils ont développé dans leur tête des solutions, en tout cas des réponses, et puis certains s'appliquent peut-être à essayer tout doucement de les mettre en œuvre. Donc l'IA, elle apporte tout ça comme problème. Alors à nouveau, l'IA n'est ni bonne ni mauvaise. C'est quoi le problème finalement? Le problème, c'est que, première question, sommes-nous suffisamment matures collectivement pour utiliser un tel outil? Ma réponse aujourd'hui est non, et même si je le prends dans une dimension plus spirituelle, Dieu nous a dit qu'il a tout créé en couple, et donc il a nécessairement créé le bien et le mal pour être un peu manichéen, et de toute façon c'est manichéen, et donc il y aura toujours des gens pour détourner l'outil à leur propre profit plutôt qu'au profit de l'ensemble de la communauté. Donc nos communautés humaines ne sont pas suffisamment mûres et ne le seront probablement jamais que pour pouvoir utiliser au bénéfice de chacun un tel outil. Ensuite, on a un autre problème, c'est que le monde économique est occupé donc à vouloir acquérir l'IA et puis l'utiliser, et donc le monde économique est encore occupé à évoluer et à se transformer, alors que ce qui devait venir en réponse en face, qui était un modèle social, qui était un modèle politique ou juridique, eux n'ont pas beaucoup évolué depuis leur création au moment de l'industrialisation. Donc au moment de l'industrialisation, on a bien un système économique qui se met en place, où la redistribution des richesses se fait suite au combat des syndicats au siècle dernier sur le temps de travail plutôt que sur le travail lui-même. C'est ce qui était une façon pour les syndicats de déplacer le risque de non-travail des épaules du travailleur, qui était d'ailleurs appelé des tâcherons, donc des gens qui étaient payés à la tâche, aux épaules du patron. Donc ça, c'est, disons, les grands vestiges des combats syndicaux du siècle dernier. Et donc, dans le temps, nous avions donc bien un système économique où la redistribution des richesses se faisait en fonction du temps de travail, donc du travail qui avait été mis dans la production des biens et des services. Et puis derrière, on avait un système juridique ou politico-juridique et un système social qui était bien aligné par rapport à ça. Tout ça était en phase. Et puis le système politique, le système économique, a continué à évoluer. Il a commencé à se mécaniser. Et par contre, on a continué à redistribuer les richesses en fonction du temps de travail. Et donc, la redistribution des richesses ne s'est plus faite correctement, puisqu'il fallait de moins en moins de travail humain pour produire de plus en plus de biens. Vers les années 2000, d'après mes souvenirs,
On est même allé plus loin puisque c'est l'argent qui faisait l'argent, on était dans ces bulles financières, donc c'était même plus le travail. Et puis là, maintenant, ce sont les machines qui créent de plus en plus l'argent et de moins en moins l'humain. Par contre, on continue à redistribuer les richesses en fonction du temps de travail. Or, tous ceux qui n'ont pas de travail, il n'y a plus de redistribution de richesses qui se fait à leur égard. On a bien tenté de mettre en place des minima sociaux, des systèmes de solidarité, etc. Mais à nouveau, ce sont, disons, les plus modestes, ce sont les travailleurs qui doivent se solidariser pour pouvoir prendre en charge quelque part ou assister ceux que le système a mis sur la touche, donc les abeilles qui ont été chassées de la ruche, alors qu'eux-mêmes n'ont déjà pas énormément de moyens. Alors je ne dis pas que les patrons ne payent pas d'impôts ni de taxes, ils en payent évidemment, et ils en payent peut-être même beaucoup, mais c'est très insuffisant par rapport au problème. Donc le problème ne paraît pas soluble de cette façon-là. Donc, qu'avons-nous besoin de faire? Nous avons besoin de remettre de la cohérence dans les différents étages de nos sociétés. Donc on a bien un système économique qui est allé là où il voulait aller, et comme le système économique avait de grandes difficultés avec les États qui s'étaient mis du côté des travailleurs au siècle dernier, qu'a fait le système économique? Il s'est internationalisé, il s'est mis au-dessus des États. Et maintenant, les États sont occupés à courir pour tenter de faire venir et d'attirer les entrepreneurs et les investisseurs chez eux, de façon à quand même offrir du travail à leur population. Et donc les rapports de force se sont complètement inversés. Donc il serait illusoire dans un premier temps, là dans l'immédiat, de vouloir inverser cette tendance. Donc le jeu me semble entre les mains, aujourd'hui en tout cas les leviers me semblent entre les mains du monde économique, ce qui n'est certainement pas une bonne chose. On aura probablement à œuvrer pour rétablir de plus justes équilibres, mais pour l'instant il en est ainsi. Donc ce que nous avons besoin de faire à un moment donné, de toute façon, en absolu, c'est de resynchroniser les différentes composantes de nos sociétés. Alors je ne peux pas vous dire quel choix nous devons poser, et puis il ne m'appartient pas, ou en tout cas pas à moi seul, de me définir par rapport à ça. La seule chose que je puisse faire, c'est donner, mais vous pourrez le faire vous-même, le scope dans lequel une décision va devoir se prendre. Tout en bas, on pourrait se dire, on retourne du temps de Charlie Chaplin, les temps modernes, où c'est le travail humain c'est en fonction du travail humain que l'on redistribue les richesses, et en fait les productions se font exclusivement avec du travail humain. Donc on abandonne les machines, on abandonne l'intelligence artificielle, on retourne vers une sorte d'artisanat, et puis on redistribue les richesses en fonction de ça. Ce qui est probablement utopique, je suis d'accord avec vous, mais disons le début du scope dans lequel nous avons un choix à faire, il est là. À l'autre bout du scope, c'est l'intelligence artificielle. C'est la machine qui fait tout, qu'elle soit mécanique ou qu'elle soit informatique ou électronique. Il n'y a plus de travail humain, mais alors à ce moment-là, quelles sont les nouvelles règles de société que nous mettons en place pour redistribuer, disons, les richesses produites par ces outils au bénéfice finalement de l'ensemble de la population, et donc de rendre au monde économique son rôle de ruche. Et donc on va devoir prendre une décision entre ces deux pôles-là. Alors, faut-il aller là ou là? Il ne m'appartient pas d'en décider. C'est un débat qu'on doit avoir, tous ensemble, enfin un débat démocratique, où on va devoir aller placer le curseur, mais une fois que le curseur aura été fait, admettons qu'on veut le mettre ici, quel est le système politico-juridique qui en découle, quel est le système social qui devrait en découler, et donc comment fonctionnons-nous en termes de société par rapport à tout cela. Et je pense qu'il est urgent d'avoir un débat, parce que le monde marchand, pour l'appeler comme ça, domine complètement nos sociétés aujourd'hui. Tout est fait en fonction de la pensée marchande, et tout fonctionne en fonction de la réflexion marchande. Donc, même si on parle d'une université, et donc de la transmission de savoir, et le fait de devoir en principe, au sein de ces universités, au-delà d'avoir une ressource productive efficace, d'avoir également de futurs citoyens capables de prendre leur place dans la société et d'y apporter leur contribution, de futurs conjoints aimants capables de former des couples solides et d'aller à la rencontre d'un conjoint et de pouvoir former éventuellement un couple pour la vie, et puis de futurs parents qui sont capables de transmettre. Puis au demeurant, s'il y a encore du temps, on les formera à un métier, ce qui leur permettra de pouvoir
participer et apporter leur contribution à la société. Si nous devions choisir d'aller dans le, comment dire, dans le tout électronique, dans le tout intelligence artificielle, pourquoi pas? Mais là, on pourrait se poser des questions plus philosophiques comme quel est le sens de la vie d'un humain s'il n'y a plus de travail? Et si le monde commence à ressembler à une sorte de paradis où il n'y a plus rien à faire, où la vie n'est plus qu'une succession de loisirs que l'on peut s'offrir parce que finalement c'est la machine qui a été mise à notre service et nous n'avons plus rien à faire. D'ailleurs, à quoi ressemblerait notre santé si nous n'y prenons garde, parce que nous rentrerions dans une forme d'oisiveté qui pourrait être finalement très délétère, ou en tout cas très dommageable pour nos santé. Donc ça pose quand même des questions que l'on devrait pouvoir soulever. Donc à nouveau, l'intelligence artificielle n'est ni bonne ni mauvaise, mais vouloir vraiment absolument construire une société avec l'intelligence artificielle et mettre de l'intelligence artificielle à tous les niveaux représente beaucoup de dangers. Je ne pense pas que nous soyons prêts pour pouvoir utiliser un tel outil, même si ça peut ponctuellement nous donner beaucoup de force, apporter de meilleurs diagnostics médicaux peut-être, avoir une meilleure capacité de traiter de grandes masses de données. En même temps, pourquoi a-t-on besoin de les traiter? Et surtout, que cherche-t-on à vouloir savoir ou connaître, qui changerait fondamentalement l'image de nos vies, de nos sociétés? Alors, je comprends que l'être humain a toujours été curieux, mais à titre d'exemple, en quoi cela va impacter la vie de nos concitoyens, de savoir que l'étoile qui est à 4 milliards de kilomètres ou d'années-lumière de chez nous, qui s'est peut-être éteinte il y a 2 millions d'années, est en fait une grande gazeuse plutôt que... Ça a très peu d'importance, je veux dire. Je peux comprendre qu'on veuille être curieux, mais il y a des moments où finalement on met beaucoup d'argent dans la tentative de découverte de ce type-là, et j'ai du mal à en percevoir les avantages et les bénéfices pour la population et pour nos civilisations. Mais bon, le savoir fait partie des choses. Je sais que Dieu nous a contraints à imposer le savoir, mais en même temps, nous devons être capables de pouvoir en user avec sagesse. D'ailleurs, regardons Satan, il avait acquis énormément de savoir et ça ne l'a pas empêché de se voir banni de la présence divine et d'être condamné, disons, aux enfers. Ça, c'est la vision un peu spirituelle des choses. Je suis comme ça, vous m'en excuserez, ça fait partie de moi. Donc, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est réfléchissons et puis commençons à débattre et tentons d'imaginer ensemble à quoi pourraient ressembler nos sociétés demain et quelle place voulons-nous réserver à cette IA qui de toute façon aujourd'hui est présente et ne quittera pas la scène parce que nous l'aurons décidé. Il y aura toujours des gens à vouloir l'utiliser et même à l'utiliser à mauvais escient. Bon, comment borde-t-on les choses? Comment arrive-t-on éventuellement à pouvoir débrancher les IA qui se montreraient à un moment donné, ou qui seraient utilisées, disons, à mauvais escient, etc. Tout ça sont des questions excessivement importantes, et à titre personnel, je ne pense pas que, collectivement, nous soyons prêts à pouvoir utiliser une telle chose, un tel outil, qui a une telle puissance, avec la sagesse suffisante pour ne pas nous autodétruire. Après ça, comme je dis toujours, nos choix ont des conséquences. Nous pouvons poser tous les choix que nous voulons. Nous ne pouvons pas échapper à la conséquence de nos choix. C'est vrai individuellement, c'est vrai collectivement. Donc, nous sommes un peu à la croisée des chemins. Nous avons des choix à poser. Il est peut-être encore temps de les poser en nuance, pourquoi pas, mais avec beaucoup de lucidité, parce que les enjeux sont importants, me semble-t-il. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et puis j'espère vous retrouver très prochainement dans une prochaine vidéo. À très bientôt.